Nous allons donc travailler sur Zola et plus précisément sur ses brouillons afin de déterminer si les auteurs naturalistes ont une méthode particulière pour écrire. Tout d'abord, quand Zola crée, au départ, il a un projet. Il a au tout début envie de créer un arbre généalogique qui regrouperait l'ensemble des personnages de ses romans. Vous voyez par exemple que dans l'arbre généalogique des Rougon-Macquart, c'est le nom qu'il lui donne, on voit apparaître Gervaise Coupeau. Gervaise Coupeau, c'est l'héroïne de l'Assommoir de Zola. Il a, dans cet arbre généalogique, placé les personnages principaux de ses 20 romans principaux. On remarque donc qu'il a un projet d'abord global pour son œuvre, et on voit donc que l'Assommoir est un des romans qui appartient à ce projet global. Son objectif, c'est de déterminer comment l'hérédité intervient dans la vie des personnages. C'est ainsi qu'il crée un personnage, Adélaïde Fouque, qui va avoir des enfants, des petits-enfants, et toute cette famille-là va être donc nommée la famille des Rougon-Macquart, et c'est grâce à cette famille que Zola va montrer, illustrer la théorie de l'hérédité, une théorie scientifique qui la prouve et qui se développe au XIXe siècle. Quand Zola a donc fait son arbre généalogique, il a décidé donc de créer l'histoire de Gervaise Macquart. L'étape suivante, c'est l'étape de l'ébauche. Dans ce texte qui est écrit donc par Zola, on voit qu'il détermine ses objectifs dans ce roman. Il dit par exemple, le roman doit être ceci. Ma Gervaise Macquart doit être l'héroïne. J'aurai donc d'abord les phases d'existence suivantes. Donc il est en train de faire ce qu'on pourrait appeler un plan global de son roman. Donc petit à petit, il imagine une trame de plus en plus précise. C'est l'étape suivante de la création de l'Assommoir. Après avoir imaginé une ébauche, un plan global pour son œuvre, il va sur le terrain. Il fait ce qu'on appelle des notes d'enquête. Il se déplace par exemple dans le quartier de la Goutte d'Or à Paris et il fait un plan représentant ce quartier et plus précisément la maison, la boutique de Gervaise dans laquelle elle habitera, en tout cas dans son imagination. Il utilise donc un certain nombre de croquis pour créer, pour prendre des notes sur le terrain. Zola se déplace donc sur le terrain, on l'a vu, il fait des croquis, mais il ne fait pas seulement des croquis, il prend des notes. Il a un petit carnet, sur ce carnet, il décrit tout ce qu'il voit, les lieux, les gens, même les conversations qu'il entend. Il prend ces notes et il l'utilise après ce carnet quand il rédige bien plus tard. On a ici donc l'extrait de l'Assommoir qui correspond à cette description de la Goutte d'Or, aux notes qu'il a prises quand il s'est déplacé dans ce quartier de Paris. Il se déplace donc sur le terrain, on l'a vu, mais il travaille aussi chez lui et il se sert de ses nombreuses notes de lecture. Vous avez ici toute une liste de mots un peu techniques qu'il a pris en note pour pouvoir les insérer dans son roman L'Assommoir. Donc on voit bien que Zola cherche le plus possible à coller à la réalité, au langage technique des gens de son époque et du milieu social qu'il souhaite décrire. Donc quand Zola a son plan d'ensemble, quand il est allé voir sur le terrain les lieux qu'il souhaite évoquer dans son roman, quand il a toutes les recherches documentaires, il se met à rédiger son récit. Quand on regarde une partie de son manuscrit, on se rend compte qu'il y a de nombreuses ratures. Ces ratures correspondent en fait à 3 étapes de la rédaction. Après avoir fait un premier jet, il supprime des mots, des expressions qui ne sont pas ses préférés. Il rajoute aussi parfois des mots, des expressions pour être plus précis, ou bien il remplace certains mots, certaines expressions. Cette phase de rédaction, évidemment, est très importante. C'est vraiment le cœur du roman. Quand le manuscrit est terminé, Zola envoie son manuscrit donc à l'imprimeur. Celui-ci l'imprime et le renvoie à Zola pour être vérifié. Zola, s'il n'y a pas d'erreur, confirme l'impression et c'est à ce moment-là qu'on voit apparaître véritablement le roman définitif qui va pouvoir être vendu en librairie.
Toutefois, Zola n'a pas fonctionné tout le temps de cette manière. Pour Thérèse Raquin, par exemple, il a publié le roman en plusieurs parties, en feuilleton, dans des revues littéraires. C'était un moyen pour lui de vérifier, de tester son œuvre avant de proposer la publication en roman, en tome complet. À ce moment-là, donc, le roman est prêt à être vendu en librairie. Si nous récapitulons, voilà comment Zola s'organise au brouillon. Il passe d'abord par une phase de planification. Il a un projet général, il développe une ébauche et puis un certain nombre de plans pour organiser la structure globale de son roman. Ensuite, il s'agit de la phase de recherche documentaire. Les recherches se font sur le terrain par le biais de notes ou de croquis, mais aussi carrément dans les livres. Il s'agit ici de recherche documentaire. Et enfin, Zola commence à rédiger. Il fait des suppressions, des ajouts, des substitutions. Quand son manuscrit est prêt, il l'envoie à l'imprimerie et ensuite, il peut publier son récit. Voilà tout le travail qu'a pu effectuer Émile Zola. Il a utilisé ce qu'on pourrait appeler une méthode naturaliste pour écrire son récit, et cette méthode naturaliste ressemble beaucoup à la méthode des réalistes, celle qu'a pu utiliser Maupassant quand il a écrit Bel-Ami.